Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me trouve ce soir dans une salle d'embarquement d'un lieu que vous connaissez peut-être. Il est très fréquenté, mais méconnu. Des départs, des arrivées, des transits en font un endroit très animé et qui est censé être bien sécurisé. Plus de 2 millions de personnes auraient transité par cet espace, par cet endroit, et plus de 2000 personnes y travaillent au quotidien. Cette institution est l'un des poumons économiques les plus importants de la Côte d'Ivoire. C'est l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Malheureusement, en janvier dernier, un adolescent a réussi à échapper à la sécurité de cet aéroport et son corps sans vie a été retrouvé dans le train d'atterrissage d'un vol au départ d'Abidjan. Et pourtant, depuis 2017, cet aéroport est reconnu comme l'une des plateformes aéroportuaires les plus modernes du continent et du monde. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est également, selon le classement du Conseil monde des aéroports, le meilleur en matière de qualité de service en Afrique de l'Ouest. Alors, comment, en janvier 2020 et le 7 janvier exactement, cet adolescent a-t-il réussi à s'introduire dans le train d'atterrissage de ce vol d'Air France qui reliait Abidjan à Paris? Comment cet aéroport est-il géré? De quels moyens dispose-t-il? Répond-il réellement aux standards internationaux en matière de sécurité? Plusieurs structures y travaillent, mais qui fait quoi? Mesdames, Messieurs, je vous précise que ce reportage a été tourné par nos équipes entre décembre 2019 et janvier 2020. Nos équipes ont tourné 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et étaient présentes lors du drame qui a touché cet adolescent. Je vous laisse donc suivre ce document exceptionnel réalisé par les équipes de Soprod. Algérie 5319, mise en route à 47, Abidjan-Alger, niveau 370. Portugal 1510, clear for takeoff. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny, en janvier dernier. Selon le classement du Conseil international monde des aéroports, l'aéroport d'Abidjan serait le meilleur en matière de qualité de service d'Afrique de l'Ouest. Des milliers de passagers par jour transitent par ce terminal. Plus de 2000 employés sont à pied d'œuvre. Wilfried travaille dans cet aéroport depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est chef d'escale. Sa mission, coordonner, organiser et superviser les vols, la sécurité et les aspects techniques d'une compagnie aérienne française. Avant chaque vol, les compagnies aériennes ont une réunion avec les représentants de NAS, la société privée qui les assiste dans leurs différentes missions. Départ, l'avion estimé parti à 23h55 malgré le petit retard. On va inviter les passagers en porte à partir de 21h30. Et total passagers, au départ, on a 7 en Juliette, 10 en whisky, 183 en Yankee, plus 3 INF. Alors, les consignes, il faut toujours respecter les consignes d'enregistrement. Faites attention à la sélection. Appelez le nom du passager, après quoi, vous switchez pour mettre les informations. Au niveau des bagages, il faut gagner du temps. Vous connaissez la franchise, c'est 2 fois 23, c'est pas cumulable. Le passager qui vient, il y a un excédent, vous le lui signifiez, il va sur le côté, il fait ses bagages rapidement, il revient, il passe à un comptoir, on enregistre, on le fait monter. Alors, pour parler de l'embarquement, hier, on a eu encore un embarquement où on a fait recherche passager. Quand on arrive à 23h30, on doit savoir si on part ou si on laisse les passagers. Vous avez répété les consignes de sécurité, c'est obligatoire ça, tous les soirs à 19h, vous répétez ça alors que tout le monde sait. Les vols sont différents tous les soirs. Vous n'avez pas marre d'entendre toujours la même chose? Non, enfin la répétition a des vertus pédagogiques, donc ça ne nous pose pas de problème. On sait que tout le monde sait, mais bon, ça ne nous dérange pas de rappeler encore. Il faut rappeler tous les soirs? Obligatoirement, obligatoirement. Ok. On va rester dans la salle s'il vous plaît. 30 minutes plus tard, fin de la réunion. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny dispose de 3 terminaux. Le terminal national, le terminal international et le terminal affaires, qui est un terminal privé pour toutes les destinations. Dans le hall, les premiers passagers commencent à arriver et avec eux, leurs bagages.
Au comptoir d'enregistrement, il faut faire preuve d'énormément de pédagogie et de rapidité pour éviter les files d'attente trop longues. Wilfried et les agents de NAS passent beaucoup de temps à rappeler les règles élémentaires aux passagers. Ça c'est quoi? Ça vient pas de chez nous. Ça vient pas de chez nous. Hein? Madame, ça c'est à vous? Ça c'est à vous? Vous ne pouvez plus rien ajouter là-bas, madame. Là-bas, ça fait 12 déjà. Vous ne pouvez plus rien ajouter, s'il vous plaît. Ok. Ici, c'est la même. Ça fait 24,9. Ça fait plus 25. Mais je vais retirer plein de trucs déjà. En fait, cherchez une balance, cherchez un comptoir où il y a une balance. Au moins, vous posez bien et puis vous retirez. Donc, retirez celui-là et puis mettez. Grace a dépassé le poids autorisé par la compagnie. Elle n'a le droit qu'à 2 valises de 23 kg en soute et une de 12 kg en cabine. Qu'est-ce que vous faites? Je suis obligée de retirer des kilos. Parce que j'en tire plus de 1,50, donc il faut que je retire un peu. 1,5 kg? Ouais. Donc il faut que je retire. Je voulais prendre de la chicken pour la famille, mais dommage, ils n'auront pas tout. Regardez, il n'y a que de la nourriture. Et c'est pour la famille, c'est la famille à Strasbourg, parce que moi je vais jusqu'à Strasbourg. Ah oui. Voilà, donc c'est ça. Et du coup, vous allez être obligé d'en laisser là? Ouais. Dommage, il faut que j'en laisse, parce que c'est pas grave, je vais leur expliquer qu'ils ne peuvent pas tout avoir. Vous aviez essayé de peser vos bagages chez vous? J'avais la balance portative, mais je crois qu'elle n'est pas exacte. Hein. Donc, ouais. J'étais à 24,5 par là. C'est pas trop juste. Voilà. Grace retourne au comptoir, allégée et confiante, persuadée que cette fois, c'est la bonne. Vous êtes sûr que vous avez enlevé assez? Je suppose, hein, parce que là j'ai plus de balance, mais... Et ça après vous allez faire quoi? Je vais les donner. C'est la checker, ça reste en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ma valise, il n'y a que ça. J'ai fait une valise exprès comme ça. Comme ça je ramène que à mon genou. Voilà. Ça c'est bon. Alléluia. Donc lui on le prend déjà. Il fait combien? Ouais, il fait 23. Je peux avoir votre carte d'emploi? Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous devez encore retirer des kilos? Celui-là, je l'ai sous-estimé. Là, c'est bon. J'ai bien retiré. Et celui-là, il manque 500 grammes, je crois, à peu près. 1 kilo? C'est quoi, 23? 1 kilo, ça fait 24,9. Ah, ça, c'est... Vous êtes sûr que ça fait... Ça, je vais laisser. Parce que je peux pas. Mettez le barrage à Ça fait combien, là? Parce que j'ai retiré un peu. 23,9. Bon, je peux tolérer. Merci. Là, c'est bon? C'est bon. Comme ça, j'ai pas besoin de ressortir encore. Enfin en règle, Grace se dirige vers la salle d'embarquement. De son côté, Wilfried veille à la fluidité de l'enregistrement. La prise en charge des passagers ne doit pas excéder 2 minutes. C'est aussi ça votre rôle de gérer la fluidité? On peut avoir 200, 300, 400 passagers, mais quand vous arrivez que le coin est dégagé, première chose, vous êtes à l'aise. Deuxième chose, vous voyez que la compagnie est efficace et à monter rapidement. Parce que le problème, c'est ça. Arriver, enregistrer tranquillement et monter tranquillement. Pendant ce temps, Serge Lévry-Tito s'assure que la piste soit dégagée et en bon état. C'est le responsable de la coordination des escales. En chemin pour contrôler le tarmac, il remarque un engin immobile sur une place de parking. J'ai un traquement en panne au niveau du poste de stationnement de Bravo. Traquement en panne. Vous pouvez informer au CC? Ok, merci. Ce véhicule d'assistance au sol doit être évacué le plus vite possible. Un avion atterrit dans moins de 30 minutes. Cette machine, on peut au moins la déplacer? Pour la mettre... Oui, mais est-ce qu'on peut la déplacer, tirer, un truc comme ça? Ils l'ont déjà appelé? D'accord. Ok. C'est vous qui... Ah d'accord, ok. Parce qu'on attend un avion ici tout à l'heure, donc il faudra essayer d'activer ça un peu plus rapidement. Ou bien, est-ce qu'avec la fourchette, on ne peut pas la déplacer? Non. Ils ne sont pas habitués à le faire. Je vais voir s'il y a un tortille là-bas. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, donc là, j'ai pu avoir quelqu'un qui
qui m'a dit qu'il allait essayer de voir avec le service technique pour assez rapidement dégager l'engin. Et moi, je vais informer mon équipe de nettoyage pour qu'ils déjà ils viennent nettoyer le peu d'huile qui est versé. Si c'est fait avant, 15 minutes avant l'arrivée du vol, bien évidemment, c'est super. Dans le cas contraire, bon, là, on change de parking carrément. Par chance, un technicien de NAS parvient à démarrer le véhicule. Mais il reste la flaque d'huile. Si le réacteur d'un avion s'en approchait, il pourrait prendre feu, voire exploser. Aussitôt, des agents d'Aéria arrivent sur place. En moins de 10 minutes, grâce à de la sciure de bois, les agents sécurisent le lieu. C'est déjà bientôt fini? Oui, oui. Ils vont, je crois, passer une seconde couche ou bien un second tour de balai, puis ça va. Ça va. Le reste, après, avec le temps, ça va sécher. Jusqu'à ce que l'aéronef arrive, je pense que ça sera impeccable. Pourquoi vous avez voulu faire le métier que vous faites aujourd'hui? Déjà parce que depuis tout petit, j'ai aimé l'avion. Ça, c'est déjà ça. Et par la force des choses, je me suis toujours dit que, personnellement, j'allais être pilote, peut-être, un jour. J'avais deux rêves, celui de devenir architecte ou bien pilote. J'ai pas pu être architecte, j'ai pas encore pu être pilote, mais je pense bien que déjà que je connais certains aspects du métier, je pense que c'est déjà un plus. Et pourquoi pas, peut-être que dans quelques années, je serai pilote de ligne, qui sait. Mission accomplie pour Serge. L'avion pourra se garer à l'heure et en toute sécurité. Un aéroport, cela fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de problème, la maintenance des avions se fait généralement la nuit. Une dizaine d'employés sont mobilisés pour inspecter l'appareil. Ils parlent tous couramment anglais. Alassane en est le chef d'équipe. B2 guys, that light is off. Tell them that light doesn't work. Yes, the B2 guys. Qu'est-ce qui se passe? On a normalement une lampe dans l'APU qui doit nous permettre l'éclairage. Ok? Voici donc un défaut constaté. D'accord? Les électriciens vont changer la lampe. Voilà. Ça va être fait cette nuit? Oui, c'est 3 minutes ça. Voilà. Bien. On va ouvrir complètement l'APU, passer. Voilà, attention. Après ça, vous expliquez ce que vous allez faire ici? Une inspection. Recherche de criques, de fuites, de desserrage, d'anomalies. Inspection visuelle. OK? On est en check. On doit rendre l'avion demain comme neuf. Accompagné de son binôme Eliel, Alassane passe à la vérification des moteurs. Traces de rouille, niveau d'huile, aucun détail ne doit être négligé. Dernière étape, le cockpit. C'est là que se trouvent toutes les commandes de l'avion. Il commence par vérifier que les détecteurs à incendie fonctionnent. Ready for engine 2? Test, ready. Top. OK. OK. Alpha 06. Fire detection loop A. Yeah. Check close. Quelles études il faut faire pour pouvoir travailler comme vous dans ce cockpit? Alors, il n'y a pas d'études particulières. Je pense qu'il faut avoir de bonnes bases en sciences d'abord. Il faut être passionné par le métier déjà aussi. Et puis après, il faut développer quelques aptitudes pour tout ce qui est technique et technologie aussi, bien sûr. Voilà. Me concernant, j'ai eu un baccalauréat E au lycée technique. Et après, j'ai fait des mathématiques. Voilà. Le concours a été lancé par la compagnie et nous avons été recrutés pour être formés pendant 2 ans et demi pratiquement. Voilà. Et l'apprentissage, il n'est pas encore terminé parce que c'est un métier qui est vraiment vaste. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà, donc on est toujours en apprentissage. Poser sa signature, c'est aussi accepter que s'il y a un problème, vous êtes responsable? Oui, c'est tout à fait la responsabilité. Travailler en toute sécurité, c'est gage de belles responsabilités. Il y aurait eu un défaut ici, on aurait pris les actions qu'il faut pour les corriger et avant justement d'apposer nos signatures parce que ça nous engage également. Et puis sans compter qu'on transporte des vies humaines, d'accord, avec des équipages et des passagers. Donc c'est une très grande responsabilité
qu'il faut justement accepter avec beaucoup de conscience professionnelle. En moyenne, Alassane et ses équipes passent 6 heures par avion. Mais en cas de problème, ils peuvent y passer toute la nuit. Chaque jour, c'est un nouveau challenge. Et chaque jour, il y a de nouvelles choses que tu apprends. Ou tu fais apprendre de nouvelles choses à des gens. Voilà. C'est bien, c'est impressionnant, c'est fabuleux. La révision terminée, Alassane peut enfin rentrer chez lui. Il aura 24 heures de repos, une pause nécessaire pour ne pas manquer de vigilance. La maintenance est un travail à lourde responsabilité. Une notion familière à Wilfried, qui doit gérer 5 vols par semaine, soit près de 1000 passagers. Ce soir, il a pour mission de faire embarquer plus de 200 passagers dans cet avion qui vient d'atterrir, avec une contrainte, être à l'heure. On a assisté à l'arrivée de l'avion et pour nous, le pic commence à monter. Donc, à partir de cet instant, nous, on a le chrono dans la tête. On a 2 heures pour faire partir cet avion. Au pas de course, Wilfried se rend à l'avion. Les agents de nettoyage montent à bord. Il vérifie que tout le monde est à son poste lorsqu'un technicien l'interpelle pour un problème. Celui qui doit être en Lima, c'est lui qui paraît en Roméo. Oui. 2124. Oui. Où ouais. Il va mener en Roméo ici. À la porte de Yaveri que les gens... Ok. Après, vous me faites le point, mais faites descendre le bagage en Lima. Alors, là, on est vraiment dans la pratique. Et dans la pratique, comme je vous ai dit dans la tête, vous avez votre timing, vous savez ce que vous devez faire à quel moment. Là, par exemple, il vient de me dire le conteneur qui devait être à gauche et à droite. Donc, je lui dis, vous faites descendre les conteneurs, mais vous livrez le conteneur en priorité. Voilà. Mon rôle, c'est de m'assurer que tout fonctionne selon les standards. Entouré de techniciens, Wilfried vérifie toutes les parcelles de l'avion, du train d'atterrissage au moteur, en passant par les soutes. Rien n'est laissé au hasard. Difficile d'imaginer qu'avec tous ces contrôles, une personne puisse s'introduire clandestinement dans un appareil. Souvenez-vous, le 7 janvier dernier, un adolescent est retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion reliant Abidjan à Paris. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train. Complicité des agents de l'aéroport, défaillance du système de sécurité, les internautes ne manquent pas d'imagination. L'aéroport d'Abidjan est truffé de caméras de surveillance. Ce soir-là, l'une d'elles a enregistré la scène. C'est en escaladant ce mur, plongé dans le noir, loin de toute surveillance et juste avant le décollage de l'avion, que le jeune a réussi à pénétrer sur la piste et s'introduire dans le train arrière. 6 heures de vol, à une température proche des moins 50 degrés. Impossible de survivre. Une tragédie pour la famille. Un scandale pour la compagnie aérienne et pour les responsables de l'aéroport qui appliquent pourtant des consignes très strictes. De jour comme de nuit, les pistes sont inspectées. Donc là, qu'est-ce que vous regardez exactement? Qu'est-ce que vous vérifiez? On regarde s'il n'y a pas de corps étrangers, soit des touffes d'herbe, des débris, soit des objets métalliques, ou bien même si le marquage n'est pas dégradé, parce qu'un mauvais marquage peut entraîner une mauvaise visibilité au niveau du pilote. Et ensuite, ça peut créer un tout petit dégât qui peut devenir ensuite quelque chose d'énorme derrière. En liaison constante avec la tour de contrôle, Serge est informé en temps réel du moindre mouvement sur le tarmac. Pardon. D'abord, on ne prend pas qui neuf? Non, le poste neuf est occupé. Non, on peut pas le prendre parking neuf? Bien sûr. Ils vont te donner le bon parking tout à l'heure. Ok, ça marche. L'avion qui s'est posé va où? Au parking neuf. Il peut y avoir des travaux au parking neuf. Il faudra le donner peut-être soit le parking. Il y a Royal et Maroc, donc il faut donner peut-être 2 Alpha, un truc de ce genre, mais pas le parking neuf. Donc là, cet avion qui vient de se poser, il n'a pas d'endroit où s'il est un endroit, mais on a reçu une modification au niveau d'Air Côte d'Ivoire. Donc il était prévu un parking, mais vu qu'il ne fait plus de départ et qu'il fait un long stationnement jusqu'au demain matin, nous sommes en train de voir la possibilité de mettre un autre parking pour ne pas qu'il gêne des éventuelles arrivées un peu tard dans la nuit. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny s'étend sur plus de 300 hectares, aérogare inclus. Pour assurer la sécurité, Aéria, l'entreprise gestionnaire de l'aéroport, fait confiance à une société privée, Avisécure. Au total,
70 agents contrôlent au quotidien employés et voyageurs sur tous les points de passage. 65 dans l'aérogare, où se fait l'enregistrement et l'embarquement des passagers, et 5 sur l'aérodrome, réservé au trafic des avions et à leur maintenance. Vakaba Diarra supervise cette équipe en charge de la sécurité. Avant d'accéder à la salle d'embarquement, passagers et personnel de l'aéroport ont l'obligation de passer leurs bagages dans ce scanner et se soumettre à une fouille s'il y a lieu. Grâce à cet écran, les agents visualisent l'intérieur de vos bagages. Il est interdit de transporter certains objets dans un avion, alors Vakaba est attentif. C'est à vous ça, madame? Oui, ça, pas ça. Qui est dans la fouille ici? C'est toi? Viens faire la fouille des deux rapidement ici. Ça, il te monter la tête. Oui, ne vous inquiétez pas. C'est là, il y a pas de ciseaux. La faut voir sur le côté ici. Il y a deux articles qui ressemblent à des pilotes comme ça. Voilà, il faut vérifier ça pour moi rapidement. C'est tout. Est-ce qu'il y a des barres en attendant que tu... Voilà, c'est ça. C'est ce qui nous fatiguait depuis là. Il y a les piles qui sont incorporées. Oui, mais ça, c'est mon chargeur. Hein. Non, je n'ai pas dit que c'est interdit. Ah, ok. Il y a les piles qui sont incorporées. C'est les piles là qui nous ont interpellés. Ah, il n'y a pas de souci. Mais il fallait lever les doutes. Merci. Pourquoi vous avez fait refaire tous ces tours-là au scanner? On a fait ça pour pouvoir retrouver l'article. On nous a interpellés. D'accord, on a vu que c'était un chargeur. Voilà, c'était des piles qui ressemblent un peu à des munitions. D'accord, donc automatiquement, ça signale. Ça ne vous dérange pas d'être fouillé comme ça? Si, parce que je suis une fille et j'ai des affaires personnelles dans le sac. Et c'est difficile que des garçons fouillent dedans tout le temps. Mais vous avez compris pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Non, parce que je sais très bien qu'est-ce que je dois apporter, qu'est-ce que je ne dois pas apporter. Et du coup, j'ai déjà tout vérifié à l'avance. Et à cause des deux piles dans un chargeur, franchement, je perds assez de temps, j'ai un vol à prendre et je suis en retard déjà. À quoi servent les fouilles au corps? Les fouilles sont effectuées sur les passagers qui déclenchent la lame quand ils passent le portique. La fouille devient supplémentaire. En ce moment, on va se rendre compte est-ce que la personne détient des articles sur elle. Ça peut être un téléphone, ça peut être un article dangereux ou un article interdit. Et à travers une fouille, on va se rassurer maintenant. Est-ce qu'il y a un article porté sur une personne de façon suspecte dans les aisselles, dans les peaux, dans certaines positions du corps, dans les vêtements et autres. Si ce n'est pas le cas, après la fouille, elle est innocente, elle continue son processus. Ça ralentit pas, ça ne ralentit pas. Non, c'est notre procédure. Dans certains aéroports, ils posent d'autres manières, mais nous, on est obligé de faire ça comme ça. C'est comme ça qu'on a défini dans nos tests. Et c'est obligatoire que chaque passager qui déclenche une alarme soit soumis à une fouille obligatoire. Certains passagers sont soumis à un contrôle plus poussé, et notamment ceux à destination des États-Unis. No liquid. Ok, envoie la cuillère s'il te plaît. La cuillère, c'est un détecteur de produits illicites, comme la drogue ou la poudre d'explosifs. Expliquez-nous un peu pourquoi est-ce que vous avez fait ces prélèvements? Bon, ces prélèvements, c'est juste des détecteurs de traces d'explosifs. C'est juste savoir s'ils n'ont pas manipulé des explosifs ou manipulé de la drogue. Mais pourquoi eux particulièrement? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Parce que c'est des passagers qui vont aux États-Unis. Et le contrôle de tous ceux qui vont aux États-Unis, je veux dire que c'est un peu plus strict par rapport aux normes qui nous lient. C'est-à-dire que depuis leur provenance, la compagnie a décidé de les choisir comme pas vraiment suspects, mais des passagers sur qui on doit approfondir le contrôle. D'accord. Voilà, donc. Ça, c'est selon les normes des États-Unis et dans les autres pays, on n'a pas besoin de faire tout ça. Si d'autres ne demandent pas, mais bon, donc on le fait, c'est juste approfondir le contrôle, c'est tout. Selon les normes internationales aéroportuaires, il est interdit de transporter, entre autres, dans ses bagages, des armes, des objets tranchants, des liquides ou des produits inflammables. Alors que les passagers s'enchaînent au poste de contrôle, un voyageur est escorté. Il possède des balles dans son sac à dos. Cet individu est suspect. Il faut donc fouiller également son bagage, qui est déjà dans la soute de l'avion. Allez rapidement chercher le bagage là sur le tarmac là. Est-ce que les bagages portent votre nom? Vous avez plusieurs bagages? Vous êtes en groupe. Mais vous avez combien de bagages? Vous-même, vous avez combien de bagages? J'ai qu'un seul bagage qui est incriminatif. Mais vous avez un seul bagage. Est-ce que le seul bagage apporte votre nom? Je ne sais pas comment il a.
donner les passeports. Bon, maintenant il a le seul bagage qui porte son nom. Non, on a besoin. Une quinzaine de minutes plus tard, les agents ont retrouvé le bagage. C'est ça, venez rentrer. C'est à vous, non? Mise à Guillaume. C'est bon? Bonjour, bonjour. L'individu est calme. Il a un permis de port d'armes. Il pensait avoir l'autorisation de transporter des munitions. Sous l'œil de la police, Vakaba va inspecter minutieusement le bagage de cet homme afin de vérifier qu'il n'ait pas d'armes ou d'autres munitions. Il n'a aucune munition, aucun article dangereux d'autre. On a rendu compte, on a informé la compagnie et la police. Ils ont dit qu'il n'y a plus de problème puisque rien de dangereux n'a été retrouvé, à part ce qu'on a vu. Il est autorisé à voyager, bien sûr. Est-ce que c'est pas dangereux? Vous ne connaissez pas la provenance? Est-ce qu'une enquête sur... Oui, mais normalement, au niveau des services de police et autres, il y a une enquête maintenant qui est transmise maintenant à qui de droit, puisque les services sont en connexion. À leur niveau, ils vont transmettre là-bas pour qu'on fasse un suivi maintenant du passager. Mais à notre niveau, il n'y a plus de danger. Les balles de ce voyageur ont été saisies par la police. Il peut désormais prendre son avion. Peu de personnes aiment qu'on les suspecte ou qu'on les fouille. C'est pourtant nécessaire et impératif dans un aéroport. Le passager lambda ne comprendra pas la sûreté, comme vous ou même un acteur majeur de la sûreté, peut-être en tant que superviseur, intervient. Lui verra simplement peut-être le contrôle superficiel que nous faisons, mais pas derrière. Ce sont des vies que nous préservons chaque fois. Imaginez quand vous avez l'assurance d'avoir peut-être permis à 4 000, 5 000 personnes de voyager sainement d'Abidjan jusqu'à la destination finale sans aucun incident. Ce ressentiment-là, ce n'est pas explicable normalement, mais c'est une joie, c'est un bonheur qu'on ressent. Que chaque fois nous avons la vie de certaines personnes en main et sans qu'on s'en rende compte, on arrive à les préserver ces vies-là jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. Pour lutter contre le blanchiment d'argent, le transit d'espèces est aussi soumis à une réglementation très stricte. Les passagers voyageant dans l'espace UMOA peuvent transporter jusqu'à 5 millions de francs CFA en liquide, alors que ceux qui sortent de la zone ont le droit à 4 millions de francs CFA. Au-delà de cette somme, il faut déclarer le montant dans un formulaire délivré par la douane. Tout cela est gratuit. Les douaniers sont en poste à votre départ et à votre arrivée. Leur rôle, contrôler vos marchandises et les sommes d'argent que vous transportez. Bonjour madame. Votre passeport s'il vous plaît. Merci madame. Quelle est votre destination? On filme ici. Bamako. Vous allez à Bamako? Oui. Vous n'avez rien à déclarer à la douane, comme devises, euros, dollars? J'ai rien. Et si on me donne, je prends. Bon voyage à vous madame. Je vous en prie, allez-y. Ce voyageur transporte une importante somme d'argent en cash. Il souhaite le déclarer. 4 millions CFA. Pas de souci. Donc là, dites-moi, on va faire une vérification, c'est ça? Une vérification, oui, oui. Il va à Bamako et il nous déclare qu'il a 4 millions de francs CFA. On va voir si c'est conforme à ce qu'il a dit. Le sergent-chef Fofana emmène le passager dans un bureau, à l'abri des regards. Il vérifie si la somme est bien égale au montant qu'il souhaite déclarer. Le douanier fouille également le bagage cabine pour s'assurer que d'autres billets ne sont pas dissimulés. Does it bother you to be checked? Never. Because when I carry money, I carry within the limits. I never carry more than the limits. And I have a business in Bamako. Sometimes when I change my money from here to the Bamako bank, it takes some time. Sometimes 3 days, 4 days. I cannot wait for that. So I carry something necessary for today. La Bamako fait la capitale du Mali. Le Mali fait partie du pays de l'UMOA. Là, il n'y a pas de limite. S'il avait 5 millions, on lui aurait fait une déclaration, une devise. À partir de 5 millions, vous venez, on fait une déclaration, c'est gratuit, j'ai rien à payer. Donc tout est dans les règles, monsieur peut repartir. En cas de fraude, un passager doit payer une amende égale à 4 fois le montant de la somme transportée. Un autre voyageur arrive. Il souhaite déclarer 8 millions de francs CFA. Ça se passe bien avec la douane? C'est ma première fois de l'argent comme ça chez moi et de venir, voilà. Donc c'est la première fois, ouais, je le dis, j'ai été bien accueilli et vous voyez bien que ça se passe bien. Ouais. Je vais avoir un document qui va me permettre de voyager avec ces sommes-là. Je crois que très souvent les gens ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il faut simplement déclarer à la douane. Et que selon les lois des pays, il y a des sommes qui peuvent circuler. Voilà.
Je pense que voilà, c'est simple quoi. Au lieu de me cacher, aller, les gens vont, la machine va voir au scanner, après les gens vont me prendre que voilà, on va discuter, je risque de rater mon vol. Alors que c'est simple, ça va prendre 5-10 minutes. Je pense, hein, monsieur, ça va prendre 5-10 minutes. Voilà. Juste la première fois, je suis obligé de poser les questions. C'est ça, ça va pas. 5 minutes, c'est tout. 5 minutes, c'est juste une minute. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour voyager, pour que le passager puisse voyager avec du cash. Oui, oui. Et si le passager va dans un pays qui est membre de l'UEMOA. Voilà. Et là, nous devons lui délivrer une autorisation de sortie de devise. Toutes les informations sur l'identité du passager et sa destination sont enregistrées par les douaniers. En quelques minutes, la procédure est terminée. Destination temps. Abidjan 6 préliminaire 2020. Destination finale Bamako. Route d'aller 8 millions de francs CFA. Ça. 8 millions de francs CFA. 8 millions. Signature. Voilà. C'est bon? C'est bon. Tout va bien. Après ces procédures douanières, le voyageur peut poursuivre son chemin. Lors d'un vol, les étapes les plus dangereuses sont le décollage et l'atterrissage. Et pour que le voyage se passe en toute sécurité, il faut que l'avion soit équilibré. Autrement dit, que les bagages, conteneurs et autres chargements soient bien répartis. Cédric est chef avion. C'est lui qui organise le chargement et déchargement des valises et qui informe les pilotes du nombre de passagers, du poids des bagages et du niveau de carburant. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Voilà, qu'est-ce que ça va bien? Ça va bien? Oui, chez vous, ça va bien? Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Voilà. Dis-moi, le zéro fuel weight, ouais. Oui, il est estimé 0 fuel parce que le vol n'est pas encore fermé. Nous sommes à 23 600. 23 600. Oui, oui. Pour passagers en prévision 2,54. 2,54. Oui. Et actuellement, on n'a enregistré que 39 passagers pour un 0 fuel de 22 400. Est-ce que c'est important pour vous que ce monsieur vous transmette les informations? Oui, bien sûr. On a besoin de zero fuel weight pour voir si le carburant c'est bon ou bien c'est trop. Parce qu'on a des maximum landing weight, maximum take-off weight. Donc, il faut respecter ça. C'est ça. Donc, pour la météo, tout est bon, hein? Le parcours clean. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, on a vérifié. Merci beaucoup. Donc, à tout à l'heure, le cleaning est bon à l'avion. Si c'est OP, vous nous faites signe, soit au VHF pour l'embarquement. OK. OK. OK, d'accord. Bonne soirée. Bonne soirée, commandant. Dites-nous, non, apparemment, vous êtes un peu comme le papa des pilotes. Non, on ne va pas dire le papa des pilotes, mais je suis plutôt le garant des opérations au sol. Voilà, au sol, on leur donne des garanties, on leur donne une charge prévisionnelle qui respecte les règles. Il ne faut pas dépasser un certain maximum de charge, voilà, en fonction de ça, ils prennent le carburant et tout. Et voilà, on garantit un peu tout ce qui est coordination au sol, tout ce qui est charge que le commandant va transporter. Voilà. Du coup, vous n'avez pas le droit à l'erreur? Non, l'erreur n'est pas permise ici. L'erreur n'est pas permise. On fait tout pour l'éviter. L'erreur n'est pas permise. Cédric vérifie que l'enregistrement du vol est bien terminé. Prochaine étape, l'embarquement des passagers. Mais avant, il se rend à l'avion pour s'assurer qu'il est prêt à partir. Depuis quand est-ce que vous savez que vous voulez travailler avec les avions? Vous savez, c'est une passion, l'aviation, c'est une passion. Je l'ai depuis tout petit. Et voilà, il y a mon père qui a bossé dans l'aviation. Donc, on va dire, naturellement, ça s'est fait. Et les jeunes garçons sont toujours fascinés par les avions et les pilotes. Donc, c'est ce qui nous a attirés. Et je voulais faire un métier, je vais dire, pragmatique, opérationnel. Voilà, où il n'y avait pas de routine. Et pile poil, je suis tombé là-dessus, sur le métier de chef avion de coordination. Avant de lancer l'embarquement, Cédric doit vérifier que l'avion a été nettoyé et que tout se passe bien pour l'équipage. Et c'est bon pour le cleaning? Oui, c'est bon pour le cleaning. Vous êtes prêt pour les passagers ou... On n'a pas encore terminé. Dans combien de temps? Dans 5 minutes. 5 minutes, hein? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Captain. Yes. Flight plan. Are you ready for the boarding? Of course, it's 10 minutes ago, yes. Yes, person said you have to wait 5 minutes. So in 5 minutes, can I bring passengers? 5 minutes? Yeah. How many passengers? How many? And 1 in business and 47 in economy.
Ok, dès que vous êtes prêts, on est prêt. Il n'y a pas de souci. 30 minutes plus tard, tous les passagers sont à bord. L'avion est prêt à décoller. Oui, ils vont fermer les soutes, ils vont repousser l'avion. Et à partir de là, l'ATO va lui donner une autorisation pour aller décoller. Cédric gère en moyenne 10 vols par jour. En semaine, le trafic aérien semble calme. Mais le week-end, les vols s'enchaînent et le rythme s'accélère. Nous retrouvons Wilfried, le chef d'escale d'une compagnie aérienne internationale. C'est bon? Ça marche? Vers quelle heure tu penses? Ben écoute, quand tu es bon, hein. Ce sera le ménage. C'est bon. On a terminé? Non, pas encore. Pas encore? Une partie de l'équipage qui est là, je peux monter la suite et puis on essaie d'être prêt pour 15. D'accord. Moi, je vais faire le tour pour m'assurer que tout est fini et puis je te rejoins. Ça marche? À tout à l'heure. Merci. Voilà, c'est bon. Donc là, on va courir, on va passer par l'embarquement pour être sûr que tout le monde est en place. On redescend, que tous les passagers, mais surtout les agents, sont en poste. Voilà, parce que l'embarquement va être lancé bientôt. Vous avez vu que l'équipage est à bord. On va s'assurer que les agents sont en poste. C'est pas un peu épuisant, hein, de courir comme ça. Ben, c'est ça. C'est ça le boulot. C'est ça le boulot. Un agent, il faut être sportif, il faut tenir. Tout boulot a besoin de... Il faut être physique, il faut prendre soin... Il faut être fort dans la tête et il faut être fort physiquement. Le chef d'escale lance l'embarquement. Après 30 minutes, les passagers sont à bord de l'avion. Mais l'un d'eux manque à l'appel. Sungalo supervise l'embarquement. Il a les nerfs à vif. Un passager qui manque, c'est un avion qui décolle en retard. La compagnie aérienne n'hésite pas à mettre la pression. Dites-moi, ils mettent la pression? C'est normal en fait. C'est normal, c'est normal. En fait, il faut forcément que... pourtant, on a pris la peine de leur dire à l'enregistrement de monter plus tôt. Oui, il faut qu'on aille à l'heure. On a voulu tout faire pour rattraper en fait ça. Donc on leur demande de monter plus tôt. Mais les passagers te disent oui. Quand vous donnez d'honnête, ils ont vu un ami, ils sont en train de causer avec lui, ils sont sortis pour aller dire au revoir aux parents et tout ça. C'est pas normal parce qu'on a fini l'embarquement depuis belle lurette. Ce sont ces passagers-là qu'on est en train d'attendre. Et en plus, le numéro qu'elle a donné ne passe même pas. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un se fasse enregistrer et qu'on soit en train de recharger cette personne-là pour embarquer sur le vol pour lequel la personne a payé un billet quand même. On n'est pas allé la chercher à la maison non plus. Hein? C'est énervant à la fin. Vous vous rendez compte? Regardez le nombre de passagers, regardez le nombre de passagers qu'il y a à bord et à cause d'un seul passager, tout le monde est en train d'attendre. Depuis la tour de contrôle, Jean-Noël, contrôleur aérien, gère les décollages et les atterrissages. Grâce à ses écrans radars, il guide les avions en toute sécurité. Il y a 2 vols qui sont, on peut dire, simultanés. Non, c'est comme ça. Combien de temps ils font les 2 décollages? Si les 2 sont rapprochés qu'ils doivent partir, on va retarder le deuxième de 2 minutes pour éviter que le décollage du second soit perturbé. Et est-ce facile comme métier? Non, c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a des heures de pic où il y a assez d'arrivée et de départ. Donc à ce moment-là, le stress est très élevé, donc c'est pas du tout facile. Au même moment, à l'embarquement, le dernier passager est retrouvé. Essoufflée, elle est soumise à un dernier contrôle par les agents, agacés par son retard. J'entendais bien mon nom, mais je ne peux pas sauter les autres. Il a fallu que la dame me dise de passer. Mais est-ce que vous comprenez, madame, ce qu'ils vous disent? Ils vous disent oui, je comprends bien. Tout le monde, même ceux qui sont passés après vous, sont déjà dans l'avion. Donnez la canne à Bakou. Vous faisiez des courses? Non? Non. Vous faisiez quoi? Je faisais rien. Ok, c'est bon. Vous étiez à la sécurité? Ok, merci. C'est bon, voilà. En fait, il faut savoir qu'il n'est pas rare que certains passagers enregistrent leurs bagages puis repartent chez eux. Cela peut avoir comme conséquence soit que l'avion parte sans eux, soit qu'il accuse un certain retard. Là, comment vous vous sentez maintenant que l'avion a été repoussé et que vous savez qu'il va décoller? Ben, on se sent bien, on se dit qu'on vient d'accomplir une journée de travail. On est satisfait. Mais comme je vous dis, ça tourne toujours dans la tête, chaque compartiment. Est-ce que ça a été réussi? Est-ce que ça a été bien fait? Voilà. Mais en gros, on est satisfait. On est satisfait. Et c'est toujours
de l'émotion quand vous voyez votre avion en train d'être poussé, partir comme ça. Ouais. Avec ce qu'on apprend, vous savez, c'est comme un bébé. C'est comme si vous venez de... C'est comme vous venez de mettre au monde. Vous faites tout ça, vous réussissez dans le temps à gérer ce stress. Ça monte en pic. Vous avez vu tout à l'heure des passagers récalcitrants, des fois à la limite du poli. Et puis à la fin, tout le monde est parti. Il est 23h55. Le personnel de l'aéroport et la compagnie aérienne ont respecté leur délai. Jean-Noël peut autoriser le décollage. Mise en route de Corsair 985 à 26, Abidjan, Paris-Orly, par Gupex niveau 330. Corsair 985 taxi, Audi Point Mike via Papa, report, ready to copy ATC. Voyager en toute sécurité et de manière fluide, voici les devoirs d'un aéroport international. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny se bat chaque jour pour respecter les normes internationales et demeurer l'un des meilleurs aéroports d'Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, je me trouve dans le poste de coordination escale de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. D'ailleurs, derrière moi, il y a la piste d'atterrissage. Et à mes côtés, le directeur général d'Aéria, M. Dario. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, Madame. Alors, merci de nous recevoir ici. Mais alors, que doit-on comprendre ou entendre par poste de coordination escale? Écoutez, c'est vraiment le lieu le plus important pour les opérations aéronautiques. C'est là où on va gérer les arrivées des avions et les départs et leur affectation au poste de stationnement. C'est vraiment un poste névralgique. J'ai envie de dire que les gens qui travaillent autour de nous sont les chefs d'orchestre du ballet des aéronefs au sol, en sachant que dans la partie aérienne, c'est la tour de contrôle qui va gérer les avions, mais au sol, c'est vraiment l'équipe aéria qui va prévenir les compagnies aériennes, les chefs d'escale, que leur avion est au poste numéro 6, numéro 8, que la passerelle est en place, etc. Donc on va, j'allais dire, faire en sorte que les postes de stationnement soient bien affectés pour éviter les bouchons, quand on a la vague de hub d'Air Côte d'Ivoire. Et ça arrive souvent d'avoir des bouchons? Ça peut arriver aux heures de pointe du hub, où on a beaucoup d'avions sur le parking, et il est important de bien les placer pour que chaque compagnie aérienne soit satisfaite. Alors, est-ce qu'il y a un pic? Parce que vous parlez de bouchons, il y a un pic horaire Alors, il y a plusieurs pics horaires dans la journée. Il y a d'abord les 2 vagues de hub d'Air Côte d'Ivoire. Je rappelle que le hub, c'est la définition d'un moyeu et de rayons, comme une roue de bicyclette. Et les destinations sont tout autour de la jante de la roue de bicyclette. Donc l'avion vient de Dakar, il repartira à Brazzaville. Il y en a un autre qui vient de Niamey, qui va repartir à Libreville. Donc vous voyez, ça fait le moyeu à Abidjan, les rayons, les autres capitales d'Afrique de l'Ouest et du centre. Et quand tous les avions arrivent en même temps, ça fait un petit pic d'activité. Et ça, c'est vrai en fin de matinée et en fin d'après-midi. Et puis après, la 3e période de pointe, c'est l'arrivée des vols intercontinentaux ou assez lointains, comme le Maroc. Et après, intercontinentaux avec Lisbonne, Paris, Bruxelles. Et là, comme ces avions ont des vagues de hub également à Charles de Gaulle, à Bruxelles ou à Lisbonne, eh bien elles veulent toutes arriver à la même heure et repartir à peu près à la même heure. Donc c'est ce qui gère les 3 vagues de pic. Mais comment vous gérez ces priorités, puisque tout le monde va arriver au même moment? Eh bien, on arrive à les faire s'entendre entre elles pour qu'il y ait des décalages d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Le problème du transport aérien, c'est la ponctualité. Donc, quand vous avez prévu qu'un avion arrive à 20h, l'autre à 20h45 et le 3e à 21h30, et que celui qui devait arriver à 20h arrive à 21h, ça nous met des fois un petit peu dans l'embarras. Mais on arrive toujours à trouver les solutions avec des fois un petit peu d'attente, malheureusement, pour les passagers. Et de la diplomatie. Et de la diplomatie, bien sûr, de tous les partenaires de la plateforme, puisque tout le monde est concerné. Alors, M. Dario, il est impossible d'être à l'aéroport et ici à Aéria sans parler de ce drame du 7 janvier dernier et de cet adolescent qui a été retrouvé sans vie dans le train d'atterrissage d'un avion en provenance d'Abidjan. Comment cela a-t-il pu se produire? C'est effectivement un drame. Ce qu'il faut d'abord, j'allais dire pédagogiquement, c'est rappeler que lorsqu'on embarque comme ça clandestinement dans un avion, eh bien on vole à 11 000 mètres d'altitude où il n'y a plus d'oxygène d'une part et où il fait moins 56 degrés. Donc j'adresse à tout le monde le message de ne jamais encourager les gens à essayer de faire ça.
parce que c'est les condamnés à mort. Le drame lui-même, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Je rappelle que le ministre des Transports a porté plainte contre X pour mise en danger d'autrui, et donc il y a une enquête judiciaire qui suit son cours. Et je pense qu'il faut raisonnablement attendre les résultats de l'enquête. En revanche, ça a remis en cause l'ensemble des prestataires de sûreté, l'ensemble des responsabilités de la sûreté qui sont partagées par l'autorité de l'aviation civile, la RIA, la gendarmerie, la police, les sociétés de sûreté. Et donc on a évidemment fait une première analyse et on a renforcé considérablement les mesures de sûreté qui étaient déjà importantes, mais qui fait qu'on escorte l'avion jusqu'au seuil de piste. On a, fait en sorte d'avoir des mesures de sûreté supplémentaires, des inspections des diverses autorités beaucoup plus fréquentes. Alors, c'est vrai que vous avez renforcé le système sécuritaire avec les différentes structures qui travaillent avec vous, mais est-ce que cela ne peut pas remettre en cause la certification obtenue par la Côte d'Ivoire, par l'Agence nationale américaine de sécurité? Sincèrement, je ne pense pas. Il peut y avoir des cas exceptionnels, comme ce qui s'est produit. Personne n'est infaillible. On tend vers l'infaillibilité, mais personne n'est infaillible. Les mesures correctives qui ont été apportées devraient convaincre nos partenaires et amis américains du niveau de sûreté de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors, Monsieur Dario, on a vu dans ce reportage du train d'atterrissage au moteur en passant par les soutes, rien n'est laissé au hasard sur le plan sécuritaire. Nos équipes ont tourné, la sécurité était optimum. Alors, doit-on penser ou croire que ce n'était que le temps d'un reportage? Je ne pense pas que c'est le temps d'un reportage. Vous pouvez retourner voir immédiatement et vous verrez que c'est du permanent. Personne n'est infaillible. Et encore une fois, c'est ARIA, l'ANAC, la gendarmerie, toutes les structures, la société de sûreté Avisécure. Tout le monde contribue et participe du niveau de sûreté de l'aéroport. Et dites-vous bien que si on avait un niveau de sûreté que pour le jour où vous êtes venu tourner, on n'aurait jamais obtenu l'agrément américain. Parce qu'ils ne viennent pas qu'une journée. Voilà. Alors, monsieur le directeur, des passagers parfois se plaignent de la disparition de bagages ou que les bagages soient fouillés. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Quand un bagage arrive à l'aéroport d'Abidjan, il vient d'un autre aéroport. Donc il peut être fouillé et pas forcément à l'aéroport d'Abidjan. Donc ça peut être de l'aéroport du départ. À Charles de Gaulle, oui. Ça arrive régulièrement. Et je vous assure que sur les très grands aéroports, le phénomène de fouille ou de subtilisation d'objets est beaucoup plus prégnant que sur les aéroports de taille intermédiaire, comme les aéroports qui font entre 2 et 3 millions de passagers. Ceci dit, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus rarement sur l'aéroport d'Abidjan. Quand je suis arrivé il y a 8 ans, c'était effectivement quelque chose, je ne vais pas dire qui n'était pas quotidien, mais qui arrivait assez régulièrement. Là, ça devient vraiment de l'exceptionnel. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens? Eh bien, je pense que là, c'est vraiment du côté de l'assistant en escale qui descend les bagages de l'avion et qui les livre sur le tapis bagages, qu'un effort a été fait de manière très forte par la direction générale de NAS, la société d'assistance en escale, et qui a obtenu des résultats plus que satisfaisants. Sur le plan aéroportuaire, le montant de taxes, je crois que c'est 52 000 francs CFA, sauf erreur de ma part. Alors, pourrait influer sur le prix de certains billets d'avion. Par exemple, je prends un tronçon, Abidjan, Libreville-Abidjan, et en classe économique pratiquement aussi cher qu'un Abidjan-Paris-Abidjan. Alors, comment être compétitif à ce niveau? Oui, alors c'est pas le prix du billet, la comparaison entre le prix du billet Paris et Libreville, il ne se fait pas uniquement sur les taxes et redevances d'aéroport. Il y a quand même un prix d'exploitation de l'avion, de prix au siège. Il est évident que quand vous exploitez un avion de 400 places, et vous pouvez proposer un prix plus intéressant par passager que quand vous exploitez un avion qui fait 100 places sur un trajet et qui vous monopolise quand même l'achat d'un avion, l'affrètement d'un équipage. Et ça relève beaucoup de la compagnie aérienne. Sur les montants des taxes et redevances, il faut bien séparer ce qui concerne l'aéroport et de ce qui est ce qu'on appelle taxes aéroportuaires, mais qui ne concerne pas forcément l'exploitation de l'aéroport elle-même. Donc à quel niveau vous intervenez? Par exemple, je vais prendre le cas, il y a une taxe touristique.
c'est le ministère du Tourisme qui bénéficie de cette taxe, et c'est normal qu'il y ait une taxe touristique, tous les gouvernements le font, mais ça ne concerne pas l'aéroport. Sauf que la taxe est prélevée sur le billet d'avion, et on l'assimile à une taxe aéroportuaire. Non, elle est prise sur le billet d'avion, mais elle ne concerne pas l'aéroport. Vous avez une redevance pour la sûreté, qui est une redevance qui concerne une prestation de service qui est réalisée. Vous en avez parlé tout à l'heure de la sûreté. Vous disiez que quand vous avez fait votre reportage, vous étiez impressionné par le niveau de sûreté. Vous avez vu que pour venir dans ce bureau, on a franchi un poste de sûreté, et que le premier, j'ai enlevé ma ceinture, ma montre, et que bien qu'étant directeur général de l'aéroport, je n'ai aucun passe-droit. Et c'est ça qui fait la garantie de la sûreté. D'accord ? Aucun passe-droit. Quelle que soit votre position hiérarchique, vos privilèges, etc., la sûreté ne permet pas d'impasse et ne permet surtout pas de passe-droit. Pour faire la sûreté, vous êtes obligé d'avoir des portiques, des scanners, des agents qui surveillent, qui contrôlent, qui vous font les palpations. Et ça, cette sûreté, elle a un coût. Le coût de la sûreté par passager à l'aéroport d'Abidjan est peut-être de l'ordre de 10% ou 20% supérieur à celui de la même sûreté effectuée sur un aéroport européen. Alors ça, c'est aussi le coût d'importation des matériels, le volume du marché. Vous pouvez donc faire un comparatif entre l'aéroport de Côte d'Ivoire, donc d'Abidjan, et d'autres aéroports en Afrique de l'Ouest. Eh bien, on est à peu près tous au même niveau, avec des variations dans chaque niveau de taxe, mais globalement, on est à peu près équivalent à Dakar, à peu près équivalent à Accra. Donc on est sur des sommes qui peuvent varier, encore une fois, comme pour les autres aéroports internationaux, de 5 à 10% entre les différents aéroports. Monsieur Dario, coronavirus, pandémie mondiale, alors un cas confirmé en Côte d'Ivoire? Apparemment un cas confirmé en Côte d'Ivoire, un Ivoirien de 45 ans ayant séjourné en Italie, qui est rentré sur Abidjan, et qui a fait l'objet d'un test au CHU de Treichville qui s'est avéré positif. Il n'a pas fait partie des cas suspects qu'on traite régulièrement à l'aéroport depuis quelques jours, mais apparemment c'est le premier cas effectif de coronavirus positif en Côte d'Ivoire. C'est le problème des pandémies mondiales. On l'a vécu en 2014 ici avec Ebola, en Afrique de l'Ouest. Ce qui compte, c'est de faire des mesures préventives. On n'empêchera pas forcément une épidémie à grande échelle comme c'est en train de se propager, mais ce qui compte, c'est de la ralentir et de trouver les moyens pour lutter contre la maladie. Donc je crois, ce que tous les gouvernements essayent de faire, c'est de retarder le plus possible l'évolution de la pandémie. Ici, à Abidjan, le ministère de la Santé a pris des dispositions, en tout cas l'aéroport, extrêmement fortes. Il contrôle tous les passagers à l'arrivée par un contrôle de température, ce qui est déjà le premier symptôme apparent. Il a renforcé les équipes. On a des équipes présentes du ministère de la Santé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez des réunions On a des réunions. Vous avez vu qu'avant l'interview, j'avais une réunion également avec l'Institut national d'hygiène publique. On a un local pandémie qui permet de mettre à l'isolement des cas suspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont atteints du coronavirus. Hein. Ça veut dire qu'on a une prise de température positive. L'INHP va faire un check plus important, va mettre, si vraiment la température persiste, ce présumé malade, puisqu'il a de la température, à l'isolement, le temps de faire un test complet du coronavirus. S'il s'avère négatif, la personne sort du local pandémie et va librement à ses occupations. Pour l'instant, au local pandémie de l'aéroport d'Abidjan, on n'a pas eu de cas positif. Mais je vous assure que vraiment l'INHP, le ministère de la Santé, en lien avec le ministère des Transports, fait vraiment le maximum pour avoir cette détection le plus tôt possible. Donc vous travaillez vraiment, de manière renforcée, main dans la main, c'est pas la bonne image, mais oui, parce qu'il faut la preuve. Nous ne sommes pas salués avant cette interview, mais c'est vraiment une équipe qui est mise sur pied pour prévenir l'entrée du coronavirus. Alors, à la fois l'autorité de tutelle, l'ANAC, la Sodexam, la police, la gendarmerie, les services de santé et Aéria, on travaille vraiment main dans la main pour
prévenir et que les conséquences soient le plus faibles possible en termes de pandémie en Côte d'Ivoire. On peut estimer que les mesures qui ont été mises en place, je dirais, elles sont suffisantes ou le système va être renforcé? Le ministère de la Santé a renforcé la taille de ses équipes, les dotations en matériel, etc. Je pense qu'elle suit bien de très très près le problème. Et je pense que après on peut mettre plus de moyens, mais c'est vraiment en fonction des besoins qui sont exprimés. Je crois qu'ils adaptent vraiment à la situation. Quelles sont les perspectives pour l'aéroport d'Abidjan? On se rend compte en réalité qu'il est exigu parce qu'il y a un trafic qui est très important. Mais vous êtes aussi rendu compte qu'il y a des moments où l'aéroport est loin d'être saturé. L'objectif est effectivement un développement de l'aéroport et notamment de l'aérogare avec un projet d'extension qui est plus que dans les cartons. Et qui, je crois, sera dans l'année 2020 confirmé par le gouvernement de Côte d'Ivoire et par le ministre des Transports, de façon à plus que doubler la capacité de l'aéroport. L'aéroport aujourd'hui a une capacité de 2 millions, 2 millions et demi. On est à 2,3 millions, donc on est vraiment en limite. L'objectif est de préparer l'aéroport à pouvoir franchir la barre des 5 millions à l'échéance par an, oui, bien sûr. Parce que les 5 millions, il y a longtemps, on est... Depuis 2010, en moins de 10 ans, on est à plus de 15 millions de passagers. Donc l'objectif est vraiment d'amener l'aéroport à une capacité annuelle de 5 millions. Et puis, dans un futur plus lointain, entre 2030 et 2040, de lui permettre d'atteindre une capacité de l'ordre de 8 millions de passagers. Alors, on parle de changement au niveau d'Aéria. Que pouvez-vous nous en dire pour les années Un jour, je partirai à la retraite, certainement. Ouais. Merci, monsieur Dario, de vous être prêté à nos questions. Je vous en prie, et c'était vraiment un grand plaisir. Et je vous remercie surtout d'être venu jusqu'à l'aéroport. J'espère que ce magazine permettra à beaucoup de téléspectateurs de bien comprendre que c'est une mécanique qu'on essaye de huiler au maximum. Quelquefois, ça manque un peu d'huile, mais globalement, quand même, ça fonctionne bien. Mesdames, Messieurs, nous espérons effectivement que cette immersion au cœur de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, je devrais dire l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de cet aéroport et ses enjeux. Les mesures sécuritaires vont se renforcer pour que plus jamais en Côte d'Ivoire, ce drame du 7 janvier 2020 ne se produise. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau numéro inédit de 52 minutes pour comprendre qui sera consacré à la maternité de l'hôpital général de Port-Bouët. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI ou sur son site internet www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.